te couches fatigué, profondément fatigué. Le corps pèse comme s'il portait quelque chose que le jour ne t'a pas laissé lâcher. Les yeux veulent se fermer, les muscles supplient de ne plus avoir à soutenir quoi que ce soit. Et pourtant, quand tu poses enfin la tête sur l'oreiller et que le silence de la nuit t'entoure, quelque chose en toi s'éveille. L'esprit s'illumine. Les pensées arrivent les unes après les autres, sans que tu les aies invitées. Des souvenirs de conversations qui sont déjà terminées, des inquiétudes pour des situations qui ne se sont pas encore produites, des images sans ordre ni sens qui apparaissent et disparaissent comme des éclairs dans l'obscurité. Ton corps supplie du repos, mais ton esprit ne trouve pas le bouton d'arrêt. Et tandis que les minutes passent, une sensation silencieuse d'anxiété grandit en toi, car tu sais que demain, le corps devra fonctionner avec moins que ce dont il a besoin. Voici quelque chose que presque personne ne t'a dit, et qui change complètement la manière dont nous comprenons le repos. Dans la sagesse ancestrale du Tao, cette tradition de connaissance qui a fleuri dans les temples et montagnes de la Chine ancienne, il était enseigné que le repos profond ne dépend pas seulement de l'esprit, ni seulement de l'épuisement physique, ni du nombre d'heures passées au lit. Il dépend d'une énergie invisible qui naît à un endroit très spécifique du corps et qui soutient tout le reste depuis le bas, comme une racine soutient l'arbre depuis l'obscurité de la terre. Cette énergie vit dans les reins, et lorsque cette énergie s'épuise, l'esprit ne parvient pas à descendre au repos, peu importe combien le corps le demande. Les anciens maîtres taoïstes n'ont pas seulement identifié ce problème, ils ont également développé sa solution. Une respiration spécifique, transmise de maître à disciple pendant des générations, capable de restaurer cette énergie de l'intérieur. Une pratique qui calme l'esprit non pas en le supprimant, mais en nourrissant la racine qui le soutient. Une clé qui ouvre le portail du véritable repos depuis l'endroit le plus profond du corps. Aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Et reste jusqu'à la fin, car la partie la plus puissante de cette pratique est aussi la moins connue, et c'est celle qui fait que tout le reste fonctionne. Avant de continuer, laisse ta clé énergétique dans les commentaires. Ce soir, mon énergie rentre à la maison. Et si tu sens que ce message touche quelque chose de profond en toi, tu peux soutenir l'énergie de cet espace en envoyant un super chat comme un geste conscient pour que cette sagesse continue d'atteindre plus d'âmes. Il y a des milliers d'années, dans les temples cachés des montagnes de Chine, les anciens praticiens du Tao ont développé une manière d'observer le corps humain qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre tradition du monde. Ils ne l'étudiaient pas comme un mécanisme d'os, de muscles et d'organes travaillant en parallèle. Ils l'étudiaient comme un système vivant de courants invisibles, un paysage intérieur de rivières et de lacs d'énergie qui reliait chaque organe à un état émotionnel, chaque état émotionnel à un niveau de conscience, et chaque niveau de conscience à la capacité de l'être humain de vivre en harmonie ou en conflit avec la vie. Cette cartographie intérieure n'était pas philosophique au sens abstrait. C'était une science de l'expérience, construite à travers des siècles d'observations silencieuses, de pratiques soutenues dans le froid des matins, de transmissions directes entre maîtres et disciples, qui consacraient leur vie entière à comprendre comment fonctionne réellement l'être humain de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette carte intérieure si complexe et si précise, il y avait une source que les maîtres considéraient comme la plus sacrée et la plus déterminante de toutes. Une source qui ne pouvait pas être vue avec les yeux, mais dont les effets se manifestaient dans tout l'être avec une clarté impossible à ignorer pour celui qui savait observer. Cette source était les reins. Dans la tradition taoïste, les reins n'étaient pas simplement une paire d'organes responsables de filtrer le sang et de produire de l'urine. Ils étaient l'origine la plus profonde de la vie elle-même, le récipient où se gardait quelque chose que les maîtres appelaient le Jing, l'essence primordiale, l'énergie que vous recevez au moment de votre conception et que vous apportez avec vous comme un héritage invisible depuis avant votre naissance. Le Jing n'est pas quelque chose qui se fabrique pendant la vie, comme la nourriture qui se digère ou l'air qui se respire. C'est une dotation originale, unique, irrépétable. C'est la substance dont est faite ta vitalité la plus profonde. Et son abondance ou sa rareté détermine non seulement la qualité de ta santé, mais aussi la qualité de ta présence dans le monde, ta capacité d'enthousiasme
ta résistance face à l'adversité et la profondeur depuis laquelle tu peux aimer et créer. Le Jing était compris comme la substance la plus dense et la plus précieuse du corps énergétique. C'était le combustible ultime dont dépendaient tous les autres systèmes. Les maîtres le décrivaient comme une eau sombre et profonde, comme un lac souterrain que personne ne peut voir depuis la surface, mais qui alimente toutes les sources, toutes les rivières, toute la végétation qui pousse sur la terre. Lorsque ce lac est plein, l'arbre qui le surplombe fleurit avec abondance. Lorsque le lac s'assèche, l'arbre perd ses feuilles, les fruits n'arrivent pas, les racines se contractent et la vie entière de cet arbre devient une lutte silencieuse contre l'extinction. Mais les maîtres allaient plus loin que cette métaphore. Ils ont identifié avec une précision extraordinaire quels étaient les modes de vie qui épuiseraient cette réserve. Et ils l'ont fait avec une exactitude que la science moderne, des siècles plus tard, commencerait à confirmer par des voies complètement différentes. La peur soutenue était le consommateur le plus dévastateur de tous. Pas la peur aiguë qui apparaît face à un danger réel et disparaît ensuite une fois que le danger est passé. Mais la peur chronique, silencieuse, sans nom, qui vit comme une vibration constante au fond du système nerveux. La peur de ne pas être suffisant, la peur de l'avenir incertain, la peur de perdre ce que l'on a, de ne pas atteindre ce que l'on désire, d'être vu d'une manière que l'âme ne peut supporter. Cette peur, bien qu'elle ne soit jamais prononcée à voix haute, bien qu'elle ne soit jamais reconnue ni nommée, consomme le Jing des reins de manière constante, lente et imperceptible, comme une bougie qui se consume dans une pièce fermée sans que personne ne la voie brûler. Et ce que les maîtres avaient compris avec une clarté qui nous laisse encore sans mots, c'est que la peur et les reins ne sont pas simplement des concepts qui coexistent dans le même système. Ils sont liés par une relation de cause et effet bidirectionnelle. La peur draine les reins, et des reins faibles génèrent plus de peur. C'est un cercle qui s'auto-alimente et qui ne peut être rompu qu'en intervenant directement à la racine. Aux côtés de la peur, les maîtres identifiaient d'autres consommateurs de cette essence qui sont terriblement familiers pour ceux qui vivent dans le monde moderne. Le travail sans véritable pause, cet état dans lequel le corps ne reçoit jamais la permission de se rétablir complètement entre un effort et le suivant. La déconnexion du rythme naturel du jour et de la nuit, qui dans la tradition taoïste était considérée aussi fondamentale que la nourriture, car le corps humain n'a pas été conçu pour fonctionner sous une lumière artificielle à 2 heures du matin devant un écran qui simule la lumière de midi. L'épuisement émotionnel accumulé dans des relations où l'on donne constamment sans recevoir. L'exposition chronique au bruit et à la surstimulation sensorielle que le monde moderne considère comme normalité. Et de manière particulièrement importante pour ce que tu apprends aujourd'hui, les nuits de sommeil insuffisant ou de sommeil qui existent en quantité d'heures, mais qui ne produit pas la restauration qu'il devrait. Car l'organisme qui arrive au lit avec l'essence rénale épuisée n'a pas les ressources nécessaires pour réaliser pendant le sommeil les processus de réparation que cet état devrait activer. Ce qui rend cette compréhension si révolutionnaire et si différente de tout ce que le monde moderne nous a offert est le suivant. Les maîtres taoïstes ne décrivaient pas seulement le problème. Ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire que aucune autre tradition sur la planète n'avait articulé avec une telle précision. Que les reins ne stockaient pas seulement le Jing, mais qu'ils répondaient également activement à l'intention, à la respiration consciente, au mouvement délibéré de l'attention vers cet endroit spécifique du corps. Qu'avec les bonnes pratiques, il n'était pas seulement possible d'arrêter l'épuisement de cette énergie, mais de l'inverser, de la renverser, de faire en sorte que le niveau du lac souterrain commence à remonter. Pas de manière instantanée, car la sagesse taoïste a toujours été patiente avec les processus réels et méfiante des transformations qui promettent d'être instantanées, mais de manière authentique, progressive, profonde et permanente. De la même manière que l'eau revient lentement à un lac après la pluie, sans hâte, sans effort, avec la certitude tranquille que les lois qui régissent ce retour sont plus anciennes et plus fiables que toute urgence humaine. Les textes classiques du taoïsme interne, ceux qui étaient transmis secrètement au sein des lignées de maîtres et qui n'arrivaient qu'aux mains de ceux qui avaient prouvé la maturité nécessaire pour les recevoir sans les déformer, décrivaient les reins avec une terminologie qui mêle le physiologique au cosmologique, d'une manière qui nous semble étrange en Occident, mais qui a une cohérence interne parfaite.
Il les appelait la porte de la vie, Mingmen en chinois, le seuil où le feu primordial de l'être humain réside et d'où il irradie vers tous les autres systèmes du corps. Ce feu n'est pas une métaphore poétique. C'est une description fonctionnelle de quelque chose que les enseignants pouvaient percevoir directement à travers leurs pratiques et qu'ils comprenaient comme la chaleur vitale qui maintient tous les processus organiques actifs, qui soutient la température adéquate des organes internes, qui stimule la circulation profonde et qui, lorsqu'elle s'affaiblit, produit ce symptôme si universel et si ignoré qu'est le froid de la région lombaire, cet espace entre les côtes inférieures et le pelvis qui, chez la plupart des gens, vit dans un état de contraction et de refroidissement chronique qui n'est jamais nommé, mais que le corps enregistre comme un signal permanent d'insécurité fondamentale. Si quelque chose en vous reconnaît cette sagesse ancienne, écrivez dans les commentaires « J'honore mon énergie vitale ». Et si cet enseignement résonne en vous, vous pouvez soutenir l'expansion de ce canal avec un super chat, comme un échange énergétique conscient. Nous vivons à une époque d'activation permanente. Dès le moment où nous ouvrons les yeux chaque matin, bien avant d'avoir eu le temps d'habiter notre corps et de sentir comment nous allons réellement, le monde extérieur réclame déjà notre attention. Les notifications arrivent avant la première pensée consciente. Les responsabilités commencent à s'organiser dans l'esprit avant le petit déjeuner. Les conversations, les engagements, les attentes propres et celles des autres s'empilent à une vitesse que le système nerveux n'a pas été conçu pour traiter de manière continue, sans conséquence. Et la journée se déroule dans cet état d'activation soutenue, où le signal de sécurité n'arrive jamais, où le corps ne reçoit jamais la permission véritable de baisser la garde, de cesser de traiter, de simplement exister, sans avoir besoin de répondre à quoi que ce soit. Ce que la tradition taoïste comprenait avec une clarté que le monde moderne commence à peine à retrouver, c'est que le corps ne fait pas la distinction entre le danger réel et le danger imaginé. Il ne fait pas la distinction entre la menace d'un prédateur dans l'obscurité de la forêt et la menace d'une présentation importante demain matin. Dans les deux cas, le même système de réponse s'active, le même ensemble d'hormones inonde les tissus, la même architecture de tension s'installe dans les muscles. La même accélération du rythme cardiaque, la même contraction du diaphragme, le même rétrécissement de la tension qui éloigne l'être humain de son centre et le pousse à vivre sur les bords de lui-même, hyper vigilant, réactif, consommant des ressources que le corps ne peut pas reconstituer suffisamment rapidement car la demande ne s'arrête jamais. Chaque préoccupation non résolue laisse une empreinte énergétique qui ne disparaît pas d'elle-même. Chaque conversation tendue qui a été interrompue avant sa résolution naturelle reste comme une vibration pendante dans les tissus. Chaque décision prise sous pression, sans le temps nécessaire pour que la sagesse du corps y participe, laisse une trace de contraction quelque part dans l'organisme qui y reste, s'accumulant sur les couches de tension des jours précédents, construisant lentement cette architecture de rigidité interne que nous appelons stress chronique, mais qui est en réalité quelque chose de bien plus profond et de bien plus coûteux que ce nom ne le suggère. Dans la tradition taoïste, il existait un concept que les maîtres considéraient essentiel pour comprendre ce qui se passe lorsque l'être humain ne se repose pas véritablement. Ils l'appelaient « Shen » et cela peut se traduire par esprit, par conscience lumineuse, par l'intelligence la plus élevée qui réside dans le cœur de l'être humain. Le Shen était la qualité qui permettait de penser avec une clarté véritable, pas seulement avec rapidité. Ressentir avec une profondeur réelle, pas seulement avec une intensité superficielle. Se relier aux autres depuis une présence authentique, pas depuis l'automatisme des schémas appris. Et le Shen, pour remplir sa fonction pendant la journée et pour pouvoir se régénérer pendant la nuit, avait besoin de quelque chose que les maîtres décrivaient comme un ancrage. Il avait besoin de racines. Il avait besoin de sentir qu'en dessous de lui, il y avait une base solide, un sol énergétique stable à partir duquel il pouvait se livrer au repos sans la peur de tomber dans un abîme. Ce sol, cette racine, cet ancrage était précisément l'énergie des reins. Le Jing qui y réside était le fondement sur lequel le Shen pouvait reposer lorsque la nuit arrivait. Lorsque l'énergie rénale s'affaiblit, le Shen perd progressivement son ancrage. Au début, ce sont de petits signes que le monde moderne a normalisés
au point de les considérer simplement comme des caractéristiques de la personnalité ou des conséquences inévitables d'une vie occupée. La difficulté à se concentrer sur une seule chose pendant une période prolongée. La tendance à ce que l'esprit saute d'une pensée à l'autre sans qu'il y ait de raison claire pour ce saut. La sensation d'être physiquement présent à un endroit mais mentalement ailleurs. L'incapacité à vraiment profiter du moment que l'on vit, car il y a toujours une autre couche de traitement actif qui empêche l'immersion complète dans l'expérience. Et le soir, cet état si familier que tant de personnes ont appris à considérer comme normal, où le corps est parfaitement immobile sur le lit, mais l'esprit court dans un couloir sans fin, revisitant le passé et projetant l'avenir avec une énergie qui semble complètement disproportionnée par rapport à l'immobilité du corps qui l'héberge. À mesure que le jing continue de diminuer, les signaux deviennent plus prononcés et impossibles à ignorer. La fatigue qui ne disparaît pas avec le repos ordinaire, cet épuisement qui est présent depuis le matin même si vous avez dormi 8 heures, qui ne répond ni au café, ni à l'exercice, ni aux vacances, car il n'a pas pour origine le manque de sommeil, mais la déplétion de quelque chose de plus profond. La diminution progressive du désir à tous ses niveaux. Non seulement le désir sexuel, mais le désir de vivre pleinement. L'enthousiasme pour les projets, la motivation pour se lever et affronter la journée avec un certain degré de joie. La sensation de vieillir plus vite que les années ne le justifie, car le vieillissement prématuré dans la vision taoïste n'était pas simplement un processus biologique, mais la manifestation visible dans le corps physique de l'épuisement progressif de cette réserve énergétique plus profonde. Et une sensation qui est difficile à décrire avec précision mais que ceux qui la connaissent reconnaissent immédiatement. Une sensation d'être vivant mais pas tout à fait présent, de fonctionner mais de ne pas vraiment habiter sa propre vie, comme s'il y avait un film de cristal entre soi et l'expérience que l'on vit. Ce qui doit être compris avec une clarté absolue, et c'est le point le plus important de tout ce que ce chapitre propose, c'est que rien de tout cela n'est un échec de caractère. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas que vous n'essayez pas assez ou que votre esprit soit trop compliqué à apaiser. C'est la réponse parfaitement logique d'un organisme dont la source d'énergie la plus profonde est vidée plus rapidement qu'elle ne peut être reconstituée. Le corps ne faillit pas. Le corps communique avec la seule langue qu'il a à sa disposition que quelque chose de fondamental est négligé. Et la réponse dont ce corps a besoin n'est pas plus de contrôle, pas plus de discipline mentale, pas une technique supplémentaire de gestion du stress. La réponse dont il a besoin est que quelqu'un lui rende ce qui lui a été enlevé. Que la racine soit soignée, que la source soit nourrie, que le lac souterrain qui soutient toute la vie au-dessus reçoive enfin l'eau qu'il attend depuis trop longtemps. Les maîtres taoïstes enseignaient que l'être humain moderne, bien qu'il vive à une époque qu'il ne pouvait pas imaginer, souffrirait exactement de cela. Leurs écrits décrivaient, avec une précision étonnante, une ère de confusion où les êtres humains courraient sans savoir où, parlaient sans écouter, dormaient sans se reposer et mangeaient sans nourrir. Une ère où la vitesse serait confondue avec l'efficacité, le bruit avec la vitalité, le mouvement constant avec la productivité. Et ils enseignaient que dans cette ère, plus que dans aucune autre, la pratique de retourner à la racine ne serait pas un luxe spirituel réservé à ceux qui vivaient dans des monastères. Ce serait une nécessité de survie pour tout être humain qui voudrait continuer à être reconnaissablement humain et pas simplement une fonction dans un système qui ne s'arrête jamais. Si tu sens que ton corps demande aussi un véritable repos, écris « Mon énergie mérite de se reposer ». Et si cette vérité résonne profondément en toi, tu peux soutenir cet enseignement en envoyant un super chat comme un geste de gratitude énergétique. Il existe quelque chose dans la nature du silence que l'esprit actif ne peut atteindre par ses propres moyens. C'est la paradoxe centrale que les maîtres taoïstes ont identifié avec une précision que aucune psychologie ultérieure n'a surpassée. L'esprit qui essaie de se silencer utilise pour cette tâche exactement le même instrument qui génère le bruit qu'il veut éliminer. C'est un mouvement circulaire qui n'a pas de sortie depuis l'intérieur de lui-même. Comme essayer de voir l'œil qui regarde, ou comme vouloir attraper l'ombre que projette sa propre main. L'effort n'est pas seulement inutile, il est contre-productif, car chaque acte de lutte contre la pensée active est en lui-même une autre pensée active,
Et chaque tentative de contrôler ce qui apparaît dans l'esprit pendant les nuits ajoute une couche supplémentaire d'activation sur un système qui fonctionne déjà à la limite de sa capacité. Les approches que le monde moderne a développées pour traiter l'insomnie et l'anxiété nocturne partent presque toujours du postulat que le problème est mental et que, par conséquent, la solution doit également être mentale. Technique cognitive pour restructurer les pensées qui apparaissent dans l'obscurité. Stratégie de pleine conscience pour observer ses pensées sans s'y identifier. Méthode de relaxation progressive qui travaille systématiquement sur la tension musculaire. Rituel d'hygiène du sommeil qui cherchent à conditionner le cerveau pour associer certains stimuli à l'état de repos. Toutes ces approches ont leur valeur dans leurs propres limites. Mais elles partagent une cécité fondamentale, qui est la même cécité que les maîtres taoïstes ont identifiée il y a des millénaires comme l'erreur d'origine de tout système qui cherche le silence tout en ignorant la racine. Elles traitent le symptôme sans toucher à la cause. Ils travaillent en surface, tandis que la source du problème reste intacte en profondeur. La perspective taoïste indique quelque chose de radicalement différent et, une fois compris, terriblement libérateur. L'esprit qui ne peut se taire la nuit n'est pas le problème original, c'est le signe d'un problème qui se produit à un niveau beaucoup plus profond de l'organisme. C'est la manifestation visible d'un déséquilibre qui trouve son origine dans cette réserve énergétique qui réside dans les reins et qui, lorsqu'elle est suffisamment restaurée, produit un effet sur l'esprit qu'aucune technique mentale ne peut reproduire artificiellement. Lorsque le jing est abondant, lorsque l'énergie rénale est pleine, le chêne, cet esprit ou conscience lumineuse qui a besoin d'ancrage pour se reposer, trouve sa racine de manière spontanée. Non pas parce que quelqu'un l'a obligé à le faire, non pas parce qu'une volonté suffisante a été appliquée. Ce n'est pas parce que le système a ce dont il a besoin pour fonctionner de la manière pour laquelle il a été conçu. De la même manière qu'un arbre n'a pas besoin d'instructions pour fleurir lorsqu'il a suffisamment d'eau et un sol fertile sous ses racines. Ce que les enseignants ont découvert à travers des siècles d'observation directe et que la respiration taoïste traduit en pratique accessible, c'est qu'il existe une voie de communication directe entre l'acte conscient de respirer et l'état énergétique le plus profond de l'organisme. Une voie qui contourne complètement l'esprit rationnel, qui ne nécessite pas que l'esprit comprenne, ni que l'esprit croie, ni que l'esprit coopère de quelque manière spéciale. C'est une voie qui fonctionne à travers le système nerveux autonome, à travers le diaphragme, à travers la pression intra-abdominale qui se génère avec certains schémas respiratoires, et à travers quelque chose que la science contemporaine n'a pas encore les outils complètement adéquats pour mesurer, mais que toute personne ayant pratiqué cette respiration pendant quelques semaines peut vérifier dans sa propre expérience. Cette voie est le pont entre la conscience et la racine. Et lorsqu'elle est activée de manière correcte, elle produit une transformation qui se ressent de l'intérieur avant de pouvoir être décrite avec des mots. Lorsque tu inspires d'une certaine manière, avec la profondeur correcte, et en dirigeant l'attention vers le bas plutôt que vers le haut, le diaphragme descend plus que lors de la respiration ordinaire et exerce une pression douce mais significative sur la cavité abdominale et lombaire où résident les reins. Cette pression n'est ni traumatique ni forcée. C'est le massage le plus ancien qui existe. Le massage que le corps humain a été conçu pour recevoir à chaque respiration et que la respiration superficielle du stress chronique lui a refusé pendant peut-être des années ou des décennies. La circulation dans cette zone augmente. La température interne monte légèrement. Les tissus qui étaient contractés et froids, maintenant une tension que personne n'a explicitement ordonnée, mais que le système nerveux maintenait comme réponse automatique à une menace qui ne disparaît jamais complètement, commencent à recevoir le message qu'ils peuvent céder. L'abdomen se dilate vers l'extérieur lors de l'inhalation correcte. Les vertèbres lombaires reçoivent de l'espace et les reins, ces organes qui dans la vision taoïste sont la source de la vie et qui dans l'expérience quotidienne vivent oubliés et sans attention dans cette zone du dos que personne ne pense à soigner tant qu'elle ne fait pas mal, commencent à recevoir la reconnaissance qu'ils ont toujours attendue lorsque vous retenez votre souffle à l'instant précis entre l'inhalation et l'exhalation. Quelque chose se produit à l'intérieur du corps qui ne peut se produire d'aucune autre manière. L'oxygène que vous venez d'inhaler est distribué vers les tissus les plus profonds, avec une efficacité que la respiration continue ne permet pas.
Le dioxyde de carbone, dont l'accumulation modérée a des effets vasodilatateurs bien documentés, commence à signaler au système circulatoire d'élargir son rayon d'action vers les zones périphériques, vers ces régions du corps qui, en état de stress, sont considérées comme non essentielles par le système de survie et qui reçoivent donc moins de sang, moins de chaleur et moins de nutrition que ce dont elles ont besoin pour fonctionner et se régénérer correctement. L'esprit, sans le mouvement constant de l'air qui le stimule et lui donne quelque chose à traiter de manière réflexe, fait l'expérience d'un instant de calme qui ne peut être fabriqué d'aucune autre manière. Ce n'est pas le silence forcé de celui qui essaie de ne pas penser. C'est le silence naturel de celui qui n'a tout simplement pas, à ce moment-là, le stimulus qui maintient le processus actif. C'est une ouverture authentique. Et dans cette ouverture, bien qu'elle ne dure que quelques secondes, le système reçoit une information qui transforme son état de manière mesurable et perceptible. Lorsque vous expirez plus lentement que vous n'inspirez, le nerf vague, ce grand conducteur du système nerveux parasympathique qui relie le cerveau à tous les principaux organes du tronc, reçoit une activation qu'aucune pensée positive ne peut produire directement. Le cœur ralentit, les vaisseaux sanguins se détendent. Le système digestif, qui en état de stress est pratiquement suspendu parce que le corps considère que digérer n'est pas une priorité lorsqu'il y a une menace active, commence à retrouver son rythme naturel. Les muscles profonds du pelvis, du plancher pelvien, de la région lombaire, ces muscles que nous maintenons contractés de manière si habituelle que nous ne sommes plus conscients de la tension, commencent enfin à céder. Et avec cette cession physique se produit quelque chose de plus que physique. Le corps comprend, dans le seul langage que le corps comprend vraiment, le langage des sensations réelles et non celui des concepts mentaux, qu'il y a un être qui l'habite consciemment, qu'il y a quelqu'un qui est revenu à l'intérieur après avoir passé toute la journée à la surface, et que ce retour signifie qu'il peut relâcher ce qu'il a maintenu seul. Si tu es prêt à recevoir cette pratique, écris dans les commentaires « Je suis prêt à respirer ma paix ». Et si tu sens que cette sagesse mérite de continuer à s'étendre, tu peux soutenir cet espace avec un super chat comme soutien conscient à cette communauté. Avant de commencer, arrête-toi un moment et reconnais ce que tu es sur le point de faire. Tu n'es pas sur le point d'appliquer une technique. Tu n'es pas sur le point d'exécuter un protocole conçu par quelqu'un dans un laboratoire. Tu es sur le point de pratiquer quelque chose que des êtres humains comme toi ont pratiqué pendant des milliers d'années. Quelque chose qui a été distillé de générations de sagesse vécue, qui a été transmis avec amour de maître à disciple dans des circonstances qui auraient semblé incroyables à ceux qui vivent dans le confort du monde moderne et qui est parvenu jusqu'à toi à travers une chaîne de préservation que aucun pouvoir du monde n'a réussi à interrompre. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette continuité. Il y a quelque chose à honorer dans l'acte de la recevoir. Prépare l'espace avec cette conscience. Rien d'extraordinaire n'est nécessaire pour cette pratique. Pas de bougie, pas d'encens, ni d'objet rituel de quelque type que ce soit. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une disposition intérieure authentique, d'une intention claire d'être complètement présent pendant la durée de la pratique, de ne pas être avec le corps au lit et l'esprit à revoir la liste des tâches de demain. Si possible, assure-toi que la pièce est bien ventilée, à une température agréable, ni trop froide ni trop chaude. Éteins ou mets en silencieux tout appareil qui pourrait interrompre le processus. Les maîtres taoïstes enseignaient que le qi, l'énergie vitale qui se déplace avec la respiration et qui se cultive par la pratique, répond à la qualité de l'attention qui lui est accordée. Il ne s'agit pas de perfectionnisme. Il s'agit de respect. Respect pour la pratique et, plus fondamentalement, respect pour le corps lui-même, qui a attendu trop longtemps que quelqu'un lui accorde une attention réelle. Allonge-toi sur le dos. Permets au poids du corps de se livrer complètement à la surface sur laquelle tu reposais. Ne cherche pas la posture parfaite. Cherche la posture honnête, celle qui permet à chaque partie du corps de sentir qu'elle a du soutien et qu'elle n'a pas besoin de soutenir quoi que ce soit par elle-même. Les bras peuvent reposer sur les côtés du corps, les paumes vers le haut, dans un geste qui, dans de nombreuses traditions, est compris comme une posture d'ouverture et de réception. Ou ils peuvent reposer sur le corps si cela est plus confortable. Place une main ouverte sur la poitrine, sur le sternum, au niveau du cœur.
place l'autre main sur l'abdomen, juste en dessous du nombril, dans cet espace que la tradition taoïste appelle le dantian inférieur, le centre de gravité énergétique du corps, le point d'où l'énergie est stockée, équilibrée et distribuée vers tous les autres systèmes. Les mains ne sont pas là comme décoration. Elles sont là comme des instruments de perception, comme des antennes qui te permettront de sentir plus clairement ce qui se passe pendant la pratique. Ferme doucement les yeux. Ne les serre pas. Ne force pas la fermeture comme quelqu'un qui se prépare à un effort. Laisse-les simplement tomber, comme si les paupières trouvaient leur place naturelle par gravité. Et pendant un moment complet, ne fais absolument rien. Observe simplement ce qu'il y a. Observe le rythme de ta respiration exactement comme il est à cet instant, avant toute modification, avant toute intention de changement. Observe quelle main bouge le plus à chaque inhalation. Si c'est celle de la poitrine, ta respiration est haute et superficielle, encore installée dans le mode d'alerte que la journée a laissé graver dans les schémas du système nerveux. Si c'est celle de l'abdomen, quelque chose dans le corps commence déjà, de son propre chef, à se relâcher. Observe aussi la température du corps. La zone lombaire, cette région où résident les reins, est-elle froide ou tiède? Est-elle tendue ou relativement relâchée? Il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. Toute observation honnête est une information précieuse. Et toute information honnête est le bon point de départ. Avec cette observation comme base, commence le premier cycle. Inspire doucement par le nez en comptant intérieurement jusqu'à 4. Ne compte pas avec précipitation. Laisse chaque nombre avoir l'espace d'un battement de cœur. Occupe le temps qu'il faut sans être pressé d'aller au suivant. 1, 2, 3, 4. Pendant que tu inspires, dirige consciemment ton attention vers le bas. Imagine que le souffle ne se limite pas à la poitrine, mais descend comme un courant chaud et dense qui traverse le centre du tronc et atteint la région lombaire jusqu'à cet espace profond et silencieux où les reins résident de chaque côté de la colonne vertébrale. Tu n'as pas besoin de voir cela clairement dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'une image parfaite ni d'une visualisation cinématographique. Tu as juste besoin de l'intention d'y aller, de la volonté de diriger l'attention vers une région du corps que tu ignores normalement complètement. Avec le temps, la sensation viendra d'elle-même. Au début, cela peut être à peine une chaleur légère, un picotement, une différence de température presque imperceptible. C'est suffisant. C'est exactement ce qui doit se produire. L'abdomen doit se dilater doucement vers l'extérieur pendant cette inspiration. La main qui repose dessus doit s'élever délicatement, comme une barque qui monte avec la marée, sans hâte, sans effort, poussée uniquement par le mouvement naturel de l'air qui entre. À la fin de l'inhalation, lorsque les poumons sont pleins mais sans tension, retenez votre souffle en comptant intérieurement jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le moment le plus délicat et le plus puissant de tout le cycle. Ce n'est pas simplement une pause entre deux mouvements. C'est un état de suspension délibérée dans lequel le corps peut faire des choses que le mouvement continu de l'air ne lui permet pas de faire. L'oxygène que vous venez de prendre se répartit vers les tissus les plus profonds de l'organisme. La chaleur générée par la rétention atteint la zone lombaire. La pression intérieure qui se crée masse doucement les organes de l'intérieur. Et l'esprit, sans le stimulus sensoriel de l'air en mouvement, expérimente cet instant de calme véritable que aucune technique de méditation ne peut fabriquer par elle-même. Si au début de ta pratique tu sens que 7 secondes sont difficiles à maintenir sans inconfort, ne force pas. Commence par 4 ou 5 et laisse le temps s'étendre naturellement à mesure que le corps s'habitue. La rétention ne doit jamais produire d'anxiété ni de sensation d'étouffement. Si cela se produit, raccourcis le temps. Ce qui importe, c'est la qualité du calme, pas la durée exacte du comptage. Maintenant, expire par la bouche en comptant intérieurement jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'expiration est le moment de lâcher prise, et elle doit être exactement cela, un acte de lâcher prise et non un acte de pousser. Ne force pas l'air à sortir. Ne le chasse pas avec effort.
Laisse-le sortir lentement, de manière continue et douce, comme si un récipient parfaitement rempli trouvait son chemin vers le vide sans aucune aide supplémentaire. Les lèvres peuvent être légèrement séparées, juste assez pour que l'air passe sans créer de résistance, sans sifflement ni friction. En expirant, imagine avec toute la clarté possible que, avec l'air, tout ce qui ne t'appartient pas sort également. Pas seulement la tension physique, bien que cela aussi. La conversation qui est restée inachevée cet après-midi et dont tu ressens encore le poids quelque part dans le cou ou les épaules. L'inquiétude pour quelque chose qui peut ou non se produire dans les prochains jours et que ton esprit a traité sans permission depuis des heures. L'irritation d'un petit événement qui est déjà terminé mais dont la vibration résonne encore dans la poitrine. La fatigue accumulée de semaines ou de mois a donné plus que ce que tu reçois. Tout cela a le même chemin de sortie que l'air, et quand il sort, le corps devient un peu plus léger, un peu plus mou, un peu plus semblable à lui-même avant que le monde ne commence à peser sur lui. À la fin de l'exhalation, lorsque les poumons sont presque vides, il y a un second seuil que les maîtres considéraient aussi sacré que celui de la rétention. C'est l'instant avant que le prochain cycle ne commence. Le corps est vide d'air et n'a pas encore demandé plus. Reste là un moment, 1 ou 2 secondes, sans remplir immédiatement. Reste dans cet espace de vide, avec la même disposition d'ouverture que celle avec laquelle tu laisserais tomber les paupières au début de la pratique. Non pas comme une résistance au prochain mouvement, mais comme une reconnaissance consciente que cet instant a aussi de la valeur, que ce seuil mérite aussi d'être habité. Et quand le corps demandera de l'air, non pas parce que tu l'as décidé, mais parce que l'intelligence organique de l'organisme le requiert, le prochain cycle commence. Répète ce schéma complet 7 fois. À chaque expiration, maintiens intérieurement, sans prononcer les mots à voix haute, juste comme une graine d'intention qui voyage avec le souffle vers l'intérieur du corps, la phrase « Mon énergie revient au rein ». Il n'est pas nécessaire d'y croire avec conviction intellectuelle. Il n'est pas nécessaire de la visualiser avec des images parfaites. Il suffit de la maintenir comme une direction, comme une boussole qui pointe vers le sud, même si tu ne peux pas encore voir le sud. Les graines n'ont pas besoin que tu les observes constamment pour germer. Elles ont juste besoin de terre fertile et de la patience de celui qui sait que la vie travaille à son propre rythme. Après le 7e cycle, lâche complètement la technique. Ne cherche aucun résultat particulier. N'analyse pas si tu l'as fait correctement ou si tu as ressenti ce que tu devais ressentir. Il suffit de permettre au corps de continuer à respirer par lui-même, à son propre rythme, pendant que vous reposez dans le calme que les 7 cycles ont créé, comme un lac qui retrouve son niveau après que quelqu'un a remué les eaux puis a retiré les mains. Les maîtres qui ont transmis cette pratique pendant des générations insistaient sur un aspect que les praticiens novices sous-estimaient souvent. La constance l'emporte de loin sur l'intensité. 7 cycles de qualité authentique, pratiqués chaque nuit avec une réelle présence, produisent une transformation que 100 cycles réalisés avec l'esprit ailleurs ne peuvent égaler. La pratique irrégulière, même si elle est abondante, ne permet pas au corps de construire le schéma neurologique et énergétique qui rend la transformation durable. Mais la pratique quotidienne, même brève, informe le système de manière cumulative. C'est comme l'eau qui érode la pierre, non par sa force mais par sa constance. Et cette constance, cette fidélité à la racine qui s'exprime nuit après nuit dans le calme de sa propre chambre, est en elle-même une forme d'amour-propre que le corps apprend à reconnaître et à répondre. Si ce soir tu vas pratiquer ce rituel, écris « Je respire et je reviens à mon centre ». Et si pendant que tu écoutes cela, tu ressens une paix profonde naître en toi, tu peux partager cette énergie en envoyant un super chat pour soutenir cet espace de conscience. Ce qui se passe dans le corps, lorsque cette pratique devient régulière, est une transformation qui se déploie en couches, comme un territoire qui se révèle progressivement à mesure que le voyageur avance à travers lui. Chaque couche est réelle, chaque couche a son propre temps. Et l'impatience face au temps de chaque couche est l'un des seuls obstacles authentiques que cette pratique peut rencontrer, car le désir de résultats immédiats est précisément l'attitude opposée à celle dont la racine a besoin pour se reconstruire. La première couche, la plus immédiate et la plus observable dès les premiers jours de pratique, est la transformation physique.
Le corps commence à trouver son poids véritable. Ce poids qui n'est pas celui de l'épuisement, mais celui du repos véritable. Il y a une différence que ceux qui l'ont expérimenté reconnaissent immédiatement. Le poids de l'épuisement est oppressant. Il écrase vers le bas avec un sentiment de défaite. Le poids du véritable repos est libérateur. C'est la sensation que la gravité a cessé d'être un adversaire et est devenue un allié qui invite le corps à céder vers le bas, vers la profondeur, vers le lit qui le soutient. Les muscles qui ont passé des heures ou des jours à soutenir des tensions que personne n'avait demandées explicitement commencent à se relâcher. Les épaules descendent de quelques millimètres qui semblent peu, mais qui, en termes énergétiques, représentent une énorme libération. La mâchoire cède, les mains s'ouvrent. La zone de la poitrine, cet endroit où le cœur a appris à se protéger en se durcissant, trouve un peu plus d'espace. Des soupirs spontanés peuvent apparaître à un moment du cycle. Des soupirs que tu n'as pas décidés consciemment mais qui sont survenus d'eux-mêmes depuis un endroit du système respiratoire qui a enfin trouvé la permission de s'exprimer. Ou de larges bâillements, ceux qui font que tout le corps s'étire comme un animal qui vient de se réveiller. Ces signaux ne sont ni aléatoires ni triviaux. Ce sont des indicateurs précis que le système nerveux autonome a commencé sa transition de l'état sympathique à l'état parasympathique, du mode d'alerte au mode de restauration, du mode de survie au mode de guérison. Ce qui se passe dans cet état parasympathique va bien au-delà du simple relâchement musculaire. Le système immunitaire, qui en état de stress chronique, est systématiquement supprimé parce que le corps menacé considère que combattre une infection peut attendre tant qu'il y a un danger plus urgent à traiter, commence à retrouver son activité. La régénération cellulaire qui se produit pendant le sommeil profond, ce processus de réparation et de nettoyage que la médecine moderne a commencé à documenter avec une fascination croissante et qui inclut l'élimination des protéines endommagées jusqu'à la consolidation des souvenirs et le traitement émotionnel des événements de la journée, devient plus efficace car le système a accès à des ressources que le stress lui avait niées. La température de la zone lombaire, cet indicateur si simple et si significatif de l'état de l'énergie rénale, commence à changer. Le froid chronique que de nombreuses personnes ont appris à ignorer comme faisant partie de leur normalité quotidienne commence à céder devant une chaleur interne qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne dépend pas de la température de la pièce, ni du nombre de couvertures que vous avez sur vous. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du fait que la racine est en train d'être soignée. La deuxième couche de transformation commence à se manifester après plusieurs semaines de pratiques cohérentes. Elle est plus silencieuse que la première, plus subtile dans sa présentation, mais aussi beaucoup plus profonde dans sa portée. Elle concerne la relation que l'être humain entretient avec sa propre peur. La peur ne disparaît pas avec la pratique taoïste car la peur est une fonction intelligente du système de survie et la désactiver complètement n'est ni l'objectif ni souhaitable. Ce qui change, c'est la relation avec elle. La capacité d'être face à la peur sans en être absorbé. La possibilité de la reconnaître comme un signal du système nerveux, de l'écouter, de l'évaluer clairement et de décider consciemment quelle réponse elle mérite, au lieu d'être entraînée automatiquement par son impulsion. Cette transformation dans la relation avec la peur ne se produit pas parce que l'esprit a appris de nouvelles techniques de gestion émotionnelle. Elle se produit parce que la racine énergétique qui soutenait la peur est devenue plus forte. Lorsque le lac souterrain est plein, la surface peut avoir des vagues sans que le lac lui-même soit menacé. Lorsque le lac est vide, même une petite perturbation à la surface menace de laisser le fond à découvert. Les maîtres taoïstes avaient un nom pour ce qui se renforce lorsque le jing rénal est restauré. Ils l'appelaient Ji, et cela peut être traduit par volonté, par détermination, par la capacité profonde de rester fidèle à sa propre direction face aux forces qui tentent de la détourner. Le Zi n'est pas la force de volonté de l'autocontrôle que le monde moderne glorifie, cette capacité à se priver de choses par un effort conscient. C'est quelque chose de plus ancien, de plus organique, plus semblable à la force avec laquelle les racines d'un arbre pénètrent dans la terre. Il n'a pas besoin d'effort car ce n'est pas une imposition sur la nature, mais une expression de celle-ci. Lorsque le Jing est abondant, le Ji se manifeste naturellement. Les décisions qui nécessitaient auparavant une bataille intérieure deviennent claires.
Les engagements qui étaient difficiles à maintenir se soutiennent d'eux-mêmes. Les habitudes qui semblaient auparavant impossibles à établir s'installent avec une fluidité surprenante car elles ne semblent nécessiter aucun effort. Et la vie, qui sous l'épuisement du Jing avait cette texture d'effort constant que nous connaissons si bien, commence à retrouver une sensation de fluidité, de direction, que les choses peuvent se produire avec moins de résistance que celle qui semblait inévitable. La troisième couche de transformation est celle qui met le plus de temps à se manifester et qui est la plus difficile à décrire avec le langage de l'analyse rationnelle, bien qu'elle soit parfaitement réelle et complètement vérifiable dans l'expérience directe. Les maîtres qui connaissaient cette couche la transmettaient dans le contexte de conversations intimes avec des disciples qui avaient pratiqué suffisamment longtemps pour être prêts à la recevoir sans la déformer. On l'appelait le retour à la mémoire du corps. Ce n'est pas la mémoire des événements et des mots qui sont stockés dans le cerveau comme des fichiers organisés, mais quelque chose de plus profond et de plus ancien que cela. La mémoire de comment être humain avant que le monde n'apprenne à l'être humain à l'oublier. La mémoire qui sait comment respirer sans penser. La mémoire qui sait comment guérir sans intervention extérieure. La mémoire qui sait comment faire confiance au corps sans avoir besoin de le contrôler constamment. Comment écouter la sagesse des propres tissus sans la filtrer à travers l'interprétation de l'esprit. Comment vivre de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur, qui est la direction dans laquelle le monde moderne insiste pour que la vie doit s'écouler. Cette mémoire vit dans les tissus les plus profonds de l'organisme. Vivre dans ce que la biologie contemporaine commence à appeler mémoire cellulaire et que les maîtres taoïstes décrivaient il y a 3000 ans comme l'intelligence du corps qui est antérieure à l'esprit rationnel et qui n'a pas besoin de son autorisation ni de sa compréhension pour fonctionner. Lorsque le Jing est restauré en profondeur, cette intelligence commence à émerger des couches les plus denses de l'organisme où le stress chronique l'avait enterré. Et son émergence ne se ressent pas comme une acquisition mais comme une reconnaissance. Pas comme apprendre quelque chose de nouveau, mais comme se souvenir de quelque chose que tu as toujours su. Pas comme conquérir un état, mais comme revenir à un qui t'appartient de droit de naissance. Avec le temps et une pratique soutenue, quelque chose de beau et d'inattendu commence à se produire au-delà des limites de la pratique elle-même. Le schéma respiratoire que tu as appris comme une technique nocturne commence à influencer la manière dont tu respires pendant la journée. Pas parce que tu essaies consciemment, parce que le corps, une fois qu'il a expérimenté à plusieurs reprises la profondeur et le calme que cette respiration produit, commence à la rechercher par lui-même, à vouloir y revenir de manière instinctive dans les moments de tension ou d'incertitude. La façon dont tu te déplaces dans le monde change de manière difficile à articuler, mais que les personnes autour de toi perçoivent avec une clarté qui parfois te surprend. Il y a quelque chose de différent dans ta présence, une sorte de gravité tranquille, d'enracinement, de stabilité, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de quelque chose qui vit clairement, plus profondément, que ce que n'importe quelle circonstance peut atteindre. Ce n'est pas que tu sois devenu indifférent à ce qui se passe autour de toi, c'est que tu as un sol sous les pieds, tu as des racines, et cette racine change tout ce qui en pousse. Si tu sens que cette pratique est arrivée dans ta vie au bon moment, écris « Mon énergie se renouvelle de l'intérieur ». Et si tu souhaites aider cette communauté consciente à continuer de grandir, tu peux envoyer un super chat comme une façon d'étendre cette énergie vers plus d'âmes. Ce soir, lorsque le silence de la chambre t'entourera et que l'esprit tentera de s'activer avec ses conversations habituelles, ses projections et ses révisions interminables de la journée qui vient de s'écouler, tu as maintenant quelque chose que tu n'avais pas auparavant. Un portail qui s'ouvre de l'intérieur. 4 secondes d'inhalation qui amènent le souffle jusqu'au lieu le plus profond du corps. 7 secondes de calme, où le temps devient sacré et l'esprit trouve son instant de liberté. 8 secondes d'exhalation qui rendent au monde tout ce qui ne t'appartient pas. 7 cycles. Et ensuite, juste présence. Juste toi et ton corps, et le rythme d'un souffle qui n'a plus besoin de ta direction pour trouver son chemin.
Ce canal existe pour les âmes qui se souviennent, pour ceux qui sentent que la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de la prochaine technique, ni du prochain conseil, ni de l'information que tu n'as pas encore lue. Elle vient de cet endroit silencieux qui bat à l'intérieur du corps depuis le premier jour, qui a toujours été là, qui n'est jamais parti, et qui avait juste besoin que tu reviennes à lui avec attention et respect. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec cette communauté de personnes qui se souviennent de qui elles sont. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et marchez avec cette communauté de personnes qui se rappellent qui elles sont. Et si vous souhaitez soutenir cet espace spirituel pour qu'il continue de grandir, vous pouvez le faire également par un super chat comme geste conscient de soutien. Gardez cette phrase finale dans votre cœur. Quand la respiration devient profonde, l'esprit se rappelle comment se reposer.